Excellent dimanche à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. La branche africaine de l'Organisation mondiale de la santé place le Rwanda à la 15e position des pays où la décentralisation des services sanitaires au prix abordable a été effectuée suite à l'investissement que le pays place en général dans le secteur de la santé. Les précisions avec Kassim Issouf. Le dollar américain a investi dans la distribution gratuite de filtres à eau dans 1,2 million de foyers d'ici 2028, dans le but d'éliminer le besoin d'utiliser du bois de chauffage et du charbon de bois pour faire bouillir de l'eau potable, réduisant les émissions de carbone jusqu'à 3 millions de tonnes. Il y avait des compagnies de l'étranger qui venaient pour mesurer le taux de réduction des émissions de carbone en les présentant par des chiffres bien définis. Et pour le reste des tonnes, nous avons d'autres compagnies qui viennent en acheter pour atteindre leurs objectifs en termes de réduction d'émissions en rapport avec la lutte contre la pollution de l'atmosphère. Et 2 milliards de francs rwandais supplémentaires seront investis au cours des 18 prochains mois dans la distribution d'équipements d'énergie solaire abordables dans les foyers à travers le pays. Il y a un grand besoin dans les énergies renouvelables car tout le monde n'a pas accès à l'électricité. Et ces dernières permettent d'épargner et l'argent et l'énergie. En réduisant les émissions de carbone, on prévient notre continent de la pollution et l'air devient pur. Il y a ensuite les entreprises qui travaillent activement à réduire les émissions de véhicules. Ces 50 millions serviront à acheter l'équipement nécessaire pour pouvoir fabriquer en masse suffisamment d'appareils pour qu'ils puissent être installés dans les véhicules et également à accéder davantage de financement pour que nous puissions le faire sur le long terme. Ces 50 millions constituent donc un bon départ. Cet investissement permettra de relever tous les défis que nous pourrions rencontrer lorsqu'il s'agira de contribuer à réduire les émissions de véhicules automobiles. Vous savez que les prix du carburant n'ont cessé d'augmenter et notre huile permet d'économiser en termes de quantité de carburant consommé par un véhicule. De plus, cela permet de mieux protéger le moteur, lui permettant d'aller plus loin avant qu'une vidange ne soit nécessaire, par exemple 5000 km au lieu de 3000 km. Abdias Manilagaba, expert en environnement, s'exprime à ce propos. Alors que le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale affirment que les pays d'Afrique subsaharienne devraient allouer entre 1 et 8% de leur budget national aux efforts de protection de l'environnement, ici au Rwanda, on sait qu'au moins 3% sont alloués dans le même cadre, mais d'autres institutions comme le ministère de l'Environnement, celui des Finances et la planification économique travaillent ensemble pour mettre de côté d'autres fonds à cette fin. Sans parler de ce qui se fait de manière indépendante dans de nombreuses institutions. En termes de budget, il devient clair que le Rwanda est bien placé à ce propos. Le Rwanda, l'Égypte et l'Afrique du Sud viennent en tête dans les pays africains sur la liste des 17 pays dans la protection de l'environnement d'une manière durable, comme indique le bilan sur l'environnement en Afrique et en Afrique centrale 2023. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite étant les seuls pays du Moyen-Orient. Évoquer plutôt la protection de l'environnement. Parlons justement de cela. La COP28 qui se poursuit à Dubaï est une occasion précieuse pour rappeler l'humanité sur une trajectoire plus sûre et plus durable. Le moment de dresser le premier bilan mondial qui mesure le progrès accompli dans la réalisation des objectifs climatiques fixés par l'accord de Paris en termes de bilan sur l'environnement en Afrique. Et en Afrique centrale, comme vous l'avez suivi, le Rwanda est donc placé parmi les 5 premiers pays en matière d'efforts de protection de l'environnement et de lutte contre les effets du changement climatique.
Bienvenue à l'entretien de la semaine. Cette semaine, le monde s'est donné rendez-vous à Dubaï pour ce grand rendez-vous de l'environnement, de la protection de l'environnement, alors que le monde fait face à des graves conséquences du changement climatique. Pour parler COP28 depuis Dubaï, nous avons le plaisir de recevoir en direct sur ce journal Monsieur Durel Allison, qui est donc responsable politique et partenariat à WWF, le Fonds mondial pour la nature, Bureau Afrique. Bienvenue donc à vous, Monsieur Durel Allison. Merci beaucoup, Patrice. Donc, en marge de cette COP 28 qui s'est donné rendez-vous à Dubaï, les pays africains se sont mobilisés pour réclamer plus de mesures d'adaptation et de résilience climatique. Toutefois, le financement alloué jusqu'ici pour le climat à travers le fonds pertes et dommages, avant même l'ouverture de la COP 28, ne semble pas suivre leurs aspirations de ces pays. Quelles sont donc les mesures adéquates pour faire face à la pénurie des financements climatiques à long terme pour les pays africains? Ok, Patrice, merci beaucoup pour cette question. Comme vous savez, l'adaptation, c'est une essentielle priorité pour l'Afrique et n'est pas mettre d'accord sur un cadre lors de cette COP. Par exemple, on doit voir comment les pays vont contribuer à combler l'écart toujours plus grand entre les besoins d'adaptation de manière plus précise, mais aussi pour les pays vulnérables, mais aussi le financement qui a été mis à la disposition jusqu'ici. Et si, à la fin de cette COP, comme vous avez bien dit, on n'arrive pas à avoir un accord qui mette clair comment cette finance a fait face à tous ces dommages, c'est ça pour nous en Afrique un échec. Mais déjà, il faut que vous compreniez une chose, ce que l'Afrique a besoin, et il y a ces statistiques sont dehors, l'Afrique a besoin entre 2020 et 2030 d'environ 250 millions de dollars américains chaque année pour mettre en œuvre ces contributions déterminées nationales, qui est un instrument qui vient de l'accord de Paris en 2015, où les pays montrent comment ils vont contribuer à réduire les émissions. Mais si on regarde ça, les pays africains, de manière plus globale, tout reçoit 30 millions de dollars d'ensemble de tout flux financier climatique. Et ça représente seulement 2% du montant nécessaire, comme je dis plutôt en haut. Bon, pour l'Afrique de manière générale, avec la mise en place de cette fonds de dommage, attendre un doublement, je crois que c'est ça qu'on a attendu. C'est ça qu'on a attendu tout de suite. Un redoublement de cette fonds pour faire face à l'adaptation. Parce que jusqu'à maintenant, ce que l'Afrique a besoin, c'est l'adaptation. Ce n'est pas parce que l'adaptation est très liée à son développement. Parce qu'en fait, ce qu'on regarde de général, l'Afrique reste le plus vulnérable, ou la région le plus vulnérable au changement climatique. Bon, quand on parle maintenant de quel mécanisme utiliser pour doubler le financement climatique en Afrique, il existe déjà certaines opportunités. Et en regardant ce que les pays ont parlé, ont dit par rapport à l'adaptation, mais déjà au niveau de l'Afrique, on a certaines opportunités. On pense que les pays africains peuvent utiliser. Par exemple, la guichet d'action climatique auprès de la Banque africaine de développement. On pense que c'est une bonne opportunité et je pense déjà pendant cette COP, la BAD vient de lancer la première appel au projet pour le financement sur cette guichet. Il y a aussi au niveau global le programme d'accélération des adaptations lancé lors de la COP26 à Glasgow et par la BAD et la GCA, c'est le Centre global d'adaptation. Cet centre
a déjà mobilisé, on doit mobiliser de manière ensemble 25 milliards de dollars américains pour accélérer l'action des changements climatiques. Et il y a un autre mécanisme qu'on pense que c'est très important pour l'Afrique, c'est le financement des secteurs privés. Je pense jusqu'à maintenant, dans nos pays, par rapport au changement climatique, des actions de changement climatique, je pense que voici ce que les pays africains peuvent faire pour essayer de mobiliser en tant de fonds pour mettre en place leur action climatique. Oui, Monsieur Durel Harrison, certains pays africains, à l'occurrence le Rwanda, sont dans une nouvelle phase de transition vers une croissance verte et à faible émission de carbone, avec des actions d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Quels sont les mécanismes appropriés selon vous pour que ces pays puissent accéder à des volumes importants de financement climatique et à utiliser les fonds reçus de manière plus efficace? Merci beaucoup, Patrice, pour cette question. Je pense que les pays africains, dont le Rwanda, devaient considérer les questions de la transition énergétique ou transition verte dans un contexte plus global dans leur planification du développement. Je pense que ça, c'est essentiel. Avant de parler même de toutes ces questions de comment on va faire cette transition, je pense déjà que dans nos pays, cette question doit se construire dans le contexte de notre développement. Maintenant, les partis devaient retirer, et c'est ça c'est un de nos attentes de cette COP, c'est que les partis devaient retirer leur engagement à soutenir les pays africains dans l'élimination progressive des énergies fossiles. Et comme tu sais, au moins, en Afrique, il y a 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et pour nous, c'est un grand problème. Maintenant, comment on va faire pour assurer que ce monde peut avoir accès à l'électricité pour l'Afrique et comme je dis tantôt, pour les pays comme le Rwanda, les questions de transition énergétique doivent se construire sur les questions d'accès et le financement. Mais en même temps aussi, on est en train de voir comment certains pays africains sont en train de voir comment utiliser le potentiel d'énergie renouvelable. Ça, moi, je pense que c'est un truc à féliciter. Et je pense que les pays comme le Rwanda ont tellement les potentiels dans ce secteur renouvelable qu'ils peuvent maintenant essayer de voir comment optimiser pour assurer la mise en œuvre, assurer cette transition vers l'énergie nouvelle. Mais en même temps, je pense aussi à la question des mécanismes de financement que les pays africains, et je pense que c'est une des choses qui sont dans cette COP, c'est lutter pour que tous ces pays puissent enlever, les pays industrialisés, doivent enlever les subventions mises dans le fossile, dans l'exploitation fossile. Parce que ça aussi a un impact sur comment l'Afrique peut répondre à cette transition. Je pense qu'il y a quand même des opportunités et je pense, comme je disais tantôt, l'énergie renouvelable a beaucoup d'opportunités pour nous en Afrique. Il faut qu'on mette ça dans la planification de notre développement, quel développement nous on veut et comment on va arriver. Et je pense déjà, si on arrive à faire ça, et dans nos planifications, dans nos plannings de développement, dans la prise de décision, on peut arriver à avoir les financements nécessaires pour les mises en œuvre.
Donc la dernière question, cher invité, il semble bien que ce fonds pertes et dommages dépendra provisoirement de la Banque mondiale, cette institution du Bretton Woods, contre l'avis initial des pays en développement. Quel mécanisme d'allocation qui vous semble approprié pour être bénéfique pour les pays en développement les plus touchés par les aléas climatiques? Non, merci. Je peux dire que déjà, la mise en place de ces fonds, c'est un bienvenu. Mais comme vous avez bien dit, l'Afrique était contre que ces financements, ces fonds soient basés à la Banque mondiale, mais que ce soit un fonds qui sera indépendant et mis sur, comment dire, dans le secrétariat de la Convention sur le changement climatique. Mais ce n'est pas seulement ça le problème. Il y a aussi comment cette fonds, en termes de la structuration institutionnelle, comment ça va se faire. Et je pense que c'est la question que l'Afrique pose. Mais je pense que c'est ça très tôt pour nous de faire les conclusions. Et qu'on attend, ces fonds sera effectif. Et si 2024, il y a les engagements pris déjà par certains pays, mais cette fonds n'a pas seulement besoin de millions. Ces fonds a besoin de milliards parce que les questions du changement climatique, les questions des pertes et dommages sont les questions de milliards, pas les questions de millions. Mais aussi, comme cette fonds est provisoirement à la Banque mondiale, on va voir avant la fin de l'année 2024 si la décision sera prise pour que cette fonds revienne comme un fonds indépendant placé sur la tutelle active de la secrétariat de la Convention sur le changement climatique. Vous, Monsieur Durel Allesson, je rappelle aux téléspectateurs de la télévision rwandaise que vous êtes donc responsable politique et partenariat à WWF, qui est donc le Fonds mondial pour la nature et Bureau Afrique, et que nous vous rejoignons donc depuis Dubaï, où vous assistez à la COP 28, ce grand rendez-vous du climat, et vous intervenez donc pour parler du financement alloué jusqu'ici pour les climats à travers le fonds pertes et dommages. Merci à vous, Monsieur Durel Allesson. Merci beaucoup, Patrice. La suite de cette édition, la branche africaine de l'Organisation mondiale de la santé place le Rwanda à la 15e position des pays à la décentralisation des services sanitaires au prix abordable a été effectuée suite à l'investissement que le pays place en général dans le secteur de la santé. Les précisions avec Kassim Youssouf. Les centres de santé, tout comme les postes de santé, sont parmi les facteurs qui ont fait que le rapport de la branche africaine de l'Organisation mondiale de la santé place le Rwanda, le Malawi et le Mozambique parmi les 15 pays où la décentralisation des services sanitaires que les habitants peuvent accéder facilement a été mise en place. On observe en effet un peu partout sur le territoire national des personnes se rendre nombreux aux centres de santé ou aux postes de santé pour des soins de santé à un prix qu'elles qualifient de très abordable parce qu'elles se servent de leur mutuelle de santé. Le rapport de l'OMS 2022 concerne 47 pays membres en Afrique et 2 points ont été pris en compte, notamment la décentralisation des services sanitaires et la facilitation en matière de tarifs de soins. Cependant, le fait que le nombre des médecins qui les prennent en charge n'est pas égal à celui des patients, cela fait que les services sanitaires offerts n'atteignent pas le niveau que les médecins souhaitent. Le Rwanda est parmi les pays qui ont déployé des efforts dans le renforcement des capacités du personnel médical en accroissant leurs connaissances par l'intermédiaire des écoles à vocation médicale, comme l'indique ce rapport.
L'expert en soins sanitaires, le professeur Stéphane Rurissa, indique que malgré le fait que le nombre des médecins n'est pas encore atteint le niveau souhaité, des progrès ont été réalisés et qu'il y a l'objectif d'accroître leur nombre. Ce rapport révèle en outre qu'il y a des pays dont les habitants dépensent pour des soins médicaux 10% des revenus annuels de leur ménage. Le directeur au ministère de la Santé en charge de la planification, analyse des statistiques et l'investissement dans la santé, le docteur Semakula Mohamed, indique que le gouvernement prend à sa charge 50% du budget total de la santé, ce qui fait qu'il parvient à réduire le tarif de soins médicaux. Ce rapport de l'OMS révèle par ailleurs que certains pays à revenus moyens ont des tarifs de services de santé qui dépassent les moyens de leurs habitants et que ces services n'ont pas été décentralisés. Ces pays sont notamment l'Angola, le Cameroun, les îles Comores, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Nigeria. C'est donc avec cette actualité que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal à la langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite passer un excellent dimanche en notre compagnie.